Mesdames, Messieurs, chers internautes de Sénactu 7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Nous sommes heureuses de recevoir ce soir une femme d'État, ancienne première ministre et candidate à la prochaine élection présidentielle. Madame Aminata Touré, bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, candidate à la prochaine élection présidentielle, concernant les parrainages, est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le terrain et quel type de parrainage avez-vous adopté? Nous avons choisi naturellement le parrainage citoyen, puisque nous n'avons pas de députés. Nous avons parcouru le pays, nous avons encouragé nos équipes dans les 14 régions du Sénégal et dans la diaspora. Nous avons fait un travail sérieux. Et nous sommes fin prêts. Quelques jours derrière, on a entendu une allégation comme quoi vous détenez le fichier électoral. Pour clarifier, est-ce que vous pouvez nous partager d'abord votre ressenti et votre point de vue par rapport à cette allégation? Pas de la race des politiciens qui trichent. Vous m'avez pas entendu acheter des délégués d'autrui, prendre des clés d'autrui. C'est pas moi. J'ai fait 11 ans, 7 mois dans le régime du président Macky Sall, mon nom est attaché à aucun scandale, de quelque sorte que ce soit. C'est pas moi. Et puis d'abord, ceux qui complotent et calomnient devraient savoir que même si vous avez le fichier électoral, il ne vous sert à rien du tout. Parce que sur la fiche de parrainage, on vous demande, parmi les informations, la date d'expiration de la carte CEDEAO. Donc ça ne sert à rien. Donc ça n'a aucun sens. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ça a été clairement dit à la DG, à notre mandataire, en disant que pour s'assurer que tout le monde part sur la même base, voilà, tout type les informations sur les fiches, voilà, ne relèvent pas entièrement du fichier. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas de cette race de politiciens-là. Alors, toujours en ce qui concerne les parrainages, on voit l'investiture du parti au pouvoir avec Amadou Ba dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont déjà récolté 3 millions de parrainages. Est-ce qu'il peut être plus populaire que le président? C'est ce qu'il essaye de démontrer, que lui, il a eu plus de voix que le président Macky Sall, qui lui est impopulaire, on ne l'aime pas, mais moi, Amadou Ba, la preuve, c'est que j'ai 3 millions de parrainages. Ça, c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pour ça qu'on les attend. J'espère que Benno Bokk Yakaar va déposer un parrainage citoyen et pas un parrainage d'élus, parce qu'ils n'osent pas déposer des élus. Ça, je l'espère. Après avoir déclaré partout que vous avez 3 millions, si vous allez vers les élus, là, voilà, c'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. C'est de la politique politicienne. C'est impossible. J'étais la déléguée national du parrainage pour la réélection du président Macky Sall. Je l'étais aussi pour les législatives de 2022. Ce n'est absolument pas possible. Alors, pour clore le chapitre des parrainages, il y a le mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé, à qui on refuse d'octroyer la fiche de parrainage de Ousmane Sonko. La justice doit être sa position par rapport à cette affaire. C'est un scandale, parce que le juge de Ziguinchor avait déjà décidé il y a plusieurs semaines, pris une décision qui instruisait, donnait instruction à la Direction générale des élections de délivrer la fiche de parrainage aux représentants de Ousmane Sonko. La DGE, la Direction générale des élections, a refusé de s'exécuter, ce qui était déjà un premier scandale. Le juge de Dakar, à qui on a transmis le dossier, la Cour suprême a transmis le dossier, a suivi le juge de Ziguinchor en disant remettez-lui ses fiches de parrainage. Encore une fois, pour une seconde fois, la DGE refuse d'exécuter une décision de justice. C'est du jamais vu au Sénégal. La DGE, la Direction générale des élections, fait partie de l'État du Sénégal, l'administration. Si l'État lui-même refuse d'exécuter les décisions de justice, mais où on va? Qu'est-ce qui reste de la notion d'État de droit à ce moment-là? On n'a jamais vu ça. C'est un scandale. Le président de la République qui avait fermement dit qu'il allait veiller à ce que toutes les décisions de justice soient exécutées. Et pourtant, on note un mutisme de sa part, mais aussi de la part du ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. J'avais déjà alerté lorsqu'on avait remplacé Antoine Diome, qui n'était pas un politicien, voilà. En tout cas, il ne faisait pas partie des instances officielles de l'affaire. J'avais alerté lorsqu'on l'a remplacé par Sidiki Kaba, qui est un politicien patenté, voilà, qui est membre de toutes les instances de l'affaire. Que voulez-vous qu'il dise?
il se tait. Et je ne sais pas, comme avocat, comment il doit se sentir quand on vous oppose voilà, un refus administratif. Lui, qui est un avocat qui connaît le droit, on devrait l'entendre, effectivement. Mais on ne l'entendra pas. C'est le politicien qui garde le silence. Voilà. Et c'est une régression sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Justement, avec cette évolution du paysage politique, est-ce que vous avez confiance à l'organisation de la prochaine élection présidentielle? On va rester extrêmement vigilant sur la question. Extrêmement vigilant sur la question. Si vous voyez ça, bien sûr, vous n'avez pas confiance. Mais le système est résilient. Moi, je suis convaincu que l'administration, pour ce qui reste de l'administration, ils feront leur travail. Et on veillera à ce qu'on va continuer à se battre pour que l'élection soit inclusive d'abord, mais ensuite qu'on contrôle ensemble au sein du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, qu'on contrôle ensemble le vote, et voilà, qu'il n'y ait pas des tentatives d'importer des populations transfrontalières ou des choses de ce genre. Ça, ce sera impossible de le faire. Comment trouvez-vous la commission de la CEDEAO mise en place pour remplacer les membres de la Sénat? Pourquoi on a remplacé le président de la Sénat? Parce qu'il a dit remettez encore une fois les fiches à Ousmane Sonko. Vous avez 2 juges plus le président de la Sénat qui disent qu'on lui remette les fiches. Et là, on l'a enlevé. Voilà. On a également voilà, remercié, le président a également remercié l'ensemble des membres de la commission électorale voilà, nationale autonome. À moins de 6 mois des élections, ce qui est une violation du protocole additionnel de la CEDEAO, ou qui vous dit que dans les 6 mois voilà, précédant l'élection, on ne peut pas faire de changement majeur concernant les élections. Voilà, donc tout ça, c'est des régressions. On n'a pas vu ça en 2011. Voilà. Sans compter maintenant tous ceux qui sont emprisonnés, les 2500 jeunes manifestants et responsables, dont le responsable de Mimi 2024 de Tambacounda, Souleymane Dembélé, et d'autres. Voilà. Donc ça, c'est quand même sans précédent dans l'histoire du Sénégal depuis très très longtemps qu'on ait ces reculs démocratiques. Donc il va falloir qu'on se mobilise, que les démocrates se mobilisent et voilà, qu'on mette fin à tout ça. Donc le candidat de la continuité, Amadou Ba, devra voilà, quitter voilà, la compétition dès le premier tour. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'il ne pourra pas aller au deuxième tour. Vous avez entendu un ministre dans son gouvernement, il partage le même conseil des ministres, dire qu'il ne va pas gagner. Donc, si eux-mêmes le disent qu'il ne va pas gagner, ben voilà, c'est la confirmation de ce que tout le monde constate. Et ce sera l'occasion, à mon avis, justement, de revoir tout ça et de prendre des mesures qui vont limiter sérieusement les prérogatives du chef de l'État, parce que cette hyper-présidentialisme, c'est ce qui amène tout ça, où le président a trop de pouvoir. Il nomme aux fonctions civiles et militaires qu'il veut, il nomme les juges, les procureurs. Non, il faut qu'il y ait une limite à tout cela et des contre-pouvoirs. Et je crois que c'est le problème que nous avons depuis très longtemps. En 2000, lorsqu'on a élu le président Abdoulaye Wade, on a vu comment ça s'est terminé. Ensuite, le président Macky Sall. Donc, c'est le système lui-même aussi qu'il faut revoir et s'assurer qu'il y a vraiment des garde-fous pour limiter, contrôler vraiment les actions du président de la République. Mais la première réforme, c'est vraiment travailler pour que le président de la République ne nomme plus les juges ni les procureurs et que leur carrière dépende d'un comité autonome au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui veut dire que vous partagez le point de vue de Barack Obama qui disait carrément que n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Ouais, il faut des femmes et des hommes forts, hein, parce que quand vous dirigez, vous ne pouvez pas être faible, hein, vous ne pouvez pas être là, voilà, je cherche les voix de mes concitoyens, on n'entend pas ma voix, comme ce qu'on voit là. Voilà, ça, c'est pas possible. Il faut des gens qui soient forts, qui puissent défendre les intérêts de leur pays, ça c'est important, qui puissent défendre les intérêts des plus faibles à l'intérieur voilà, de leur pays, qui puissent défendre la démocratie, mais il faut surtout aussi des institutions fortes. Parce qu'on ne peut pas aller de manière aléatoire. Et puis les hommes changent. Parce que quand vous commencez, tout se passe très bien. Hein. Vous avez les meilleures intentions, etc. C'est pour ça qu'on vous réélit d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a réélu le président Macky Sall. Mais dès qu'il s'est mis à vouloir un 3e mandat, tout est parti en vrille. Voilà. Mais il faut que des institutions contrôlent justement ces égos qui enflent voilà, au fur et à mesure que vous restez au pouvoir.
Et ça, je crois que ça fait partie des réformes très importantes qu'il faudra avoir. Je crois qu'il y a des indications données par les assises nationales. J'y étais récemment lorsqu'ils revoyaient leur rapport et je suis tout à fait d'accord qu'il va falloir s'asseoir et revoir vraiment nos institutions et s'assurer vraiment qu'elles toutes convergent pour renforcer notre système démocratique. Mais la première des choses à faire, c'est de limiter le pouvoir exorbitant du président. Vous l'avez dit dans vos propos, on n'a pas besoin d'un président à qui on ne peut pas entendre sa voix, ce qu'il veut pour le Sénégal. Il y a un candidat qui est à peu près comme ça dans l'arène politique et qui annonce bientôt son retour. Je veux parler par là de Karim Wade. Pensez qu'avec le retour de Karim Wade, il peut chambouler qui est politique actuellement? C'est rien, hein, moi je ne me focalise pas sur un candidat ou un autre. Hein. Ça, je n'ai aucune idée de est-ce qu'il vient, est-ce qu'il ne vient pas, qu'est-ce qu'il veut faire. Ça, c'est l'affaire de son parti. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur la question. Tout ce que je sais, c'est qu'il reste nos devoirs 138 milliards. Voilà. Est-ce qu'il va les payer? Est-ce qu'il ne va pas les payer? Ça, on verra. Voilà. On parle d'amnistie pour les deux cas? On verra à l'arrivée. On verra. Alors, pour le cas de Maître Moussa Diop sur l'affaire du contrat, du présumé contrat d'exploitation de mines de diamants qui implique le président de la République, Aly Ngouille Ndiaye, Jean-Claude Mimran et Mamadou Diagne Ndiaye, qu'aujourd'hui vous avez d'autres allégations de Maître Moussa Diop concernant cette affaire? Je suis comme vous, hein, je l'ai suivi à la télévision. Voilà, c'est tout. Par contre, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que c'est par lui que j'ai su qu'il y avait des permis de recherche alloués. Vous le saviez, vous? Je crois qu'aucun Sénégalais ne savait qu'il y avait des permis de recherche alloués. Et j'ai entendu aussi le ministre des Mines dire qu'il y a une entreprise qui est en production semi-industrielle, mais c'est pas fructueux. Bon, au moins, il nous a appris qu'au Sénégal, il y avait potentiellement du diamant. Au moins. Ça a eu ce bénéfice. Mais moi, j'ai appelé à une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, pas seulement sur cette affaire, mais sur l'ensemble des licences. Moi, j'ai été j'ai été ministre de la Justice, Premier ministre, envoyé spécial, président du Conseil économique, social et environnemental, tête de liste de Benno Bokk Yakaar, j'ai jamais entendu parler de diamants. Alors qu'on avait donné des permis de recherche, deux. Mais à qui on les a donnés? Quel autre permis on a donné? On a donné des permis de recherche de platinium, c'est une question que je pose, de manganèse, je ne sais pas. Donc, il faut une commission qui nous dise qui sont ces gens qui ont des permis, sur quel type de minerai, parce que tout ça nous appartient. Il a eu au moins le mérite de m'informer, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, qu'il y avait vers Kédougou, éventuellement, peut-être, du diamant, parce que j'imagine que si on demande des permis de recherche, c'est parce qu'il y a une petite probabilité, tout au moins. Voilà. Ça, au moins, c'est tout ce que j'ai retenu, moi, de sa sortie. Pour le reste, bon, on verra. On peut parler d'un cas vraiment patent concernant les jeunes, c'est l'immigration clandestine. Aujourd'hui, quelle est la mesure à prendre ou bien quelle politique de jeunesse doit-on, selon vous, bien sûr, imposer pour que ces jeunes-là ne soient plus désœuvrés pour partir chercher l'Eldorado? Mais vous savez, c'est en fait l'expression d'un désespoir. C'est pas les jeunes les plus pauvres qui partent, hein, parce que pour monter dans les pirogues, il faut payer. Voilà. Donc, c'est le sentiment de manque d'espoir, de découragement, et tout ce dont on discute en fait partie. L'injustice, l'emprisonnement de jeunes, combiné aussi aux difficultés économiques, c'est un tout. Donc, pour restaurer l'espoir des jeunes, il faut prendre voilà, les problèmes un à un. Comme j'ai dit, rétablir la justice dans ce pays, s'assurer aussi que tout le monde est traité de la même manière. Le sentiment d'inégalité aussi pousse les gens à partir. Voilà. Mais également, affronter la question emploi, formation, industrialisation. Je crois que si on veut créer massivement des emplois pour les centaines de milliers de jeunes qui sont sur le marché du travail, il faut qu'on crée des industries. Comment on va le faire? Il faut s'appuyer sur les secteurs qui existent au Sénégal, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le textile, le tourisme, et industrialiser vraiment au maximum. On importe tout au Sénégal, des cuillères, les assiettes sur lesquelles on mange, tout est importé. Mais pourquoi on ne sait pas fabriquer des cuillères? On ne sait pas fabriquer des aiguilles, on ne sait pas fabriquer des cure-dents.
On ne sait pas transformer le lait en beurre et en yaourt. On ne sait pas transformer les coques d'arachide en aliments de bétail, en cordage. C'est des choses simples. Mais ce qui manque, c'est la vision. C'est la vision qui manque. Et si on le faisait, on mettrait en place des mécanismes de formation d'abord, spécifiques aux produits des différents terroirs. Il devrait y avoir un centre de formation des produits du lait, dérivés du lait, dans la zone sylvopastorale. Il devrait y avoir un centre de formation aux produits dérivés de l'arachide, dans le Saloum. On devrait avoir un centre de formation des produits halieutiques à Hambourg, à Saint-Louis. Et sur cette base-là, favoriser les unités de production de femmes et de jeunes et mettre en place des mécanismes de financement, une banque des femmes, une banque des artisans, une banque des Sénégalais de l'extérieur. C'est cette vision qu'il faut avoir. En tout cas, c'est celle que moi je propose en tant que candidat. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de voir que vous avez été l'une des personnes les citées parmi les 50 personnes les plus influentes de l'année 2023? Oui, bon, ça nous réconforte dans nos positions et ça nous encourage. C'est clair que l'année 2023 était l'année de combat contre le troisième mandat. Wow. J'ai la modestie de penser qu'on y a contribué. Vous avez toujours été constant sur le fait de dire que vous vous opposez à un troisième mandat. Oui, depuis toujours. Mais parce que c'est la loi. Le président Macky Sall lui-même l'avait dit, il a écrit dans son livre, l'a répété sur toutes les télévisions du Sénégal et de l'extérieur. Voilà. Voici pour un second et dernier mandat. C'était clair. Donc, je n'ai fait que dire ce qu'il a dit et pour moi, c'était une conviction. Bon, maintenant, le problème, c'est ce que j'ai dit au début. Les pouvoirs de nos chefs d'État sont tellement exorbitants. Vous avez aussi tout autour une cour de turiféraires, qui vous disent non, pourquoi vous devez laisser le pouvoir? Hein? Y en a qui dans d'autres pays ont fait des troisième mandats, ils sont là, on a besoin de vous. Si vous partez pas, le pays va disparaître. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et à l'arrivée, vous avez vu ce que ça nous a coûté, des manifestations, des morts, et il a dû finalement, lâcher prise. Mais ça, la bonne chose à propos de tout cela, c'est que plus personne ne parlera de troisième mandat dans ce pays, c'est fini. Plus personne n'en parlera. Voilà, mais on n'était pas obligé d'en arriver là parce que déjà, en 2012, on s'est tous mobilisés contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall en tête. Nous étions derrière lui, nous le soutenions dans ce combat-là. Alors, avant d'arriver à l'évaluation du bilan Macky Sall, si on vous donne 2 minutes pour convaincre les Sénégalais 2024, qu'est-ce que Mimi propose pour une synthèse, le Sénégal? Que j'ai dit, la réforme des institutions. Il faut qu'aujourd'hui on libère la justice, que la justice devienne indépendante, que le président de la République ne nomme plus les juges et les magistrats, qu'il y ait un comité autonome au sein du Conseil supérieur de la magistrature qui nommerait les juges et les magistrats. Les juges et les procureurs, l'ensemble des magistrats, selon le mérite, selon les critères définis par la loi. La justice, je crois que c'est l'un des premiers contentieux que les Sénégalais ont vis-à-vis du régime du président Macky Sall. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, j'ai un programme d'éradication de la pauvreté, rendre vraiment je l'ai appelé Lek Fadjou Djang de Koufoussel, c'est-à-dire le coût de la vie, qu'on le rende vraiment accessible aux populations en subventionnant les produits de base que sont le lait, le sucre, et voilà, au moins qu'on puisse le faire, l'huile. Ça, c'est le minimum. Comment on va le faire? On va étudier notre système de subvention et transférer, une bonne partie de ces fonds alloués à d'autres subventions, à la subvention des produits alimentaires de base. On va diminuer la taille du gouvernement. Je m'engage à avoir un gouvernement de 25, pas plus. 25 ministres. Conseil économique, social, environnemental, au Conseil de collectivité territoriale, Conseil du dialogue social, tout sera mis ensemble, une seule institution avec maximum 50 personnes pour conseiller. Ça suffit. Au lieu d'en avoir 3, c'est des milliards que vous allez mettre dans la subvention. Le train de vie de l'État,
je vais le réduire également. Et toutes ces économies vont soutenir le coût de la vie pour que les Sénégalais puissent manger correctement. Que l'on puisse également, dans le cadre de notre politique sanitaire, prendre des initiatives. Par exemple, l'hôpital sans mur, on devrait pouvoir déplacer les services vers les populations chaque vendredi, qu'autour des mosquées, qu'il puisse y avoir des audiences sanitaires pour les actes voilà, de santé simples et référer ensuite les cas qu'il faut référer vers les centres de santé. Qu'on se déplace avec les équipes pour aller vers les villages éloignés. Ça, c'est des choses possibles et qui existent dans d'autres pays. Qu'on mette à niveau nos centres de santé, qu'il y ait au moins une radiographie, un petit laboratoire, une petite pharmacie dans chaque centre de santé et que dans chaque région, il y ait un hôpital de référence. Ça doit être pour moi vraiment une des priorités. Que l'on puisse au niveau de l'éducation, mais qu'on aille aussi vers la professionnalisation de l'éducation professionnelle. Beaucoup d'enfants, dès qu'ils arrivent au CM2, abandonnent. Il y a un très fort taux d'abandon. Après, il n'y a plus de possibilités pour eux. Mais on doit faire des formations pour ces jeunes-là en fonction des valeurs, des centres économiques du pays. Si vous allez, comme je l'ai dit dans le Ferlo, mais on les forme aux produits laitiers. Comment est-ce qu'ils peuvent les produire? Si vous allez voilà, sur les zones côtières, on les forme à la transformation des produits halieutiques et en fonction de leur évolution, qu'on puisse professionnaliser, voilà, jusqu'au baccalauréat ou même plus. Donc, il faut qu'il y ait aussi une adaptation ou réadaptation de notre système scolaire aux réalités économiques de notre pays, ce qui n'est pas le cas. On a trop de généralistes. Ça, il faut que ça change et qu'on ait également à chaque étape la possibilité d'être formé pour un métier. Voilà, parce que vous avez besoin, on parle de l'emploi des jeunes, mais pour avoir un emploi, il faut avoir une formation. D'abord, ça c'est important. Donc, c'est formation, industrialisation, emploi. Les trois vont ensemble. Donc ça va être également un programme, mais il faut également la question du logement social qui est important. Logement social, on en a parlé, hein, j'ai vu ces temps-ci, etc., mais que ce soit transparent, abordable, et le logement social de 12-13 millions, ce n'est plus social, si on connaît le revenu moyen des Sénégalais. Donc ça également, c'est une priorité. Et évidemment, aller vers vraiment le soutien aux unités de production. Moi, mon mandat, il sera essentiellement un mandat de réforme des institutions, de renforcement de la démocratie, mais également, je mettrai l'accent sur l'économie. Et l'économie passera à travers l'industrialisation, mais au préalable, la formation, la mise en commun des unités de production et leur financement par les trois mécanismes que sont la Banque des femmes, la Banque des artisans et la Banque des Sénégalais de l'extérieur. Évidemment, j'ai également un programme qui va concerner également vraiment les changements d'attitude. Je crois que c'est important. Il faut qu'on travaille à avoir un nouveau genre de Sénégalais. Je vais même emprunter à Yanamar un nouveau type de Sénégalais. Je crois que c'est important qu'on apprenne aussi la discipline, que l'on revienne voilà, à la valorisation du travail, au respect des valeurs. Et ça, on va y travailler avec aussi les médias. Avec ça, c'est également un programme important. Pour ce qui concerne ma diplomatie, on est amis de tout le monde. Le Sénégal n'aurait pas d'ennemis. Et on travaillera aussi surtout à renforcer surtout la diplomatie économique. Parce que notre problème, il est essentiellement économique. Il faut qu'on en finisse avec le niveau de pauvreté dans lequel on est. Au Sénégal et en Afrique d'une manière générale. Au XXIe siècle, l'être humain a dépassé vraiment l'étape de chercher à manger. Voilà l'état de notre retard. Voilà, et on n'a pas encore dépassé ça. Les besoins de base, on doit très rapidement les mettre derrière nous. Voilà, dans tous les pays du monde, l'essentiel maintenant, les gens mangent à leur faim, peuvent se soigner et habitent dans des lieux décents. Et ça, c'est l'objectif que je me fixe en tout cas. On mettrait une pause, on ferait une pause sur les infrastructures. J'aurais un projet majeur, c'est l'universalisation du chemin de fer sur l'ensemble du pays. Ça permettrait de redynamiser les différentes villes et de préserver même notre réseau routier. Dans tous les pays, vous avez le multimodal. Vous avez le transport maritime combiné au transport routier, ferroviaire et aérien. Mais vous ne pouvez pas tout faire passer par vos routes.
Ce qui fait qu'une route qui doit durer 10 ans, elle dure 3 ans. C'est ça, c'est comme ça que tous les pays du monde fonctionnent. Et on va s'y atteler. Évidemment, il y a l'économie numérique. Il faut aussi que j'en parle. Je crois que c'est un secteur très important où il faudra développer justement la nomenclature de tous les métiers, le e-commerce, comme vous le savez, le e-santé, etc. C'est infini. Et ça, c'est également des niches pour nos jeunes, mais il faudra les former au préalable encore une fois. Donc ça, c'est très, très, très important. Voilà, voilà. Comment on le voit. Bientôt la fin d'année, est-ce que si je vous demandais de faire un bilan d'évaluation du président Macky Sall, ça allait être quoi? Mais moi, je suis de ceux qui disent qu'il a eu des réalisations, sinon les Sénégalais ne l'auraient pas réélu. Je crois que tout s'est gâté quand il a voulu s'engager dans cette affaire de troisième mandat. Et après, avec les conséquences, je dois éliminer un tel, je dois affaiblir tel dans mon camp, je dois... Voilà. Non, il n'est pas dans cette démarche, il pense. Mais finalement, le troisième mandat n'a pas eu lieu, de toute façon. Et ça, c'est le résultat d'un combat. Hein. Si on était juste assis à observer, ce serait lui le candidat. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage, parce que je pense qu'il a eu des réalisations, comme j'ai dit, raison pour laquelle il a été réélu. Mais tout ça va être oublié. Tout ça va être oublié par la manière dont il sort. Comme j'ai dit, avec des reculs démocratiques tels qu'on en a pratiquement jamais vu ici, vous, les journalistes. Vous avez combien de journalistes emprisonnés? Combien? Dont une consoeur à vous, enceinte, etc. Combien de jeunes sont dans les prisons aujourd'hui? Combien? Voilà. Les candidats à l'élection présidentielle pour lesquels on ne respecte pas les décisions de justice, les concernant, etc., etc. Et malheureusement, c'est ce qu'on va retenir. Donc, il a très peu de temps pour rectifier tout ça, très, très, très peu de temps. Et c'est ce que je lui conseille, c'est qu'il étende son pardon à tout le monde, qu'il laisse Ousmane Sonko participer à l'élection, qu'il libère ses jeunes, voilà, et on finira par se rappeler peut-être plus tard que, bon, finalement, il est parti en laissant la démocratie un peu balafrée, mais tout ça, ça peut se réparer. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je lui donnerai, parce que de toute façon, son candidat ne va pas gagner. Ça, c'est très clair, puisque un des ministres... voilà, lui-même dit ce matin, dans la matinée de leur congrès, qu'il ne peut pas gagner. Et c'est ce que je crois aussi. Je crois qu'il ne peut pas gagner. Donc ça, c'est très clair. Voilà comment je vois les choses. Les chefs africains ne savent pas sortir. Malheureusement, ça commence bien, etc. Mais à la sortie, malheureusement, et ça, il va falloir y remédier dans le futur, en mettant en place ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des garde-fous, des mécanismes, voilà, par lesquels les présidents sont obligés de se conformer à la loi et au règlement. Et ça facilitera aussi leur sortie. C'est pour ça que j'avais proposé, quand j'étais à l'Assemblée nationale, une loi sur l'incompatibilité voilà, familiale au sein des régimes. Beau-frère, frère, etc. Ça a été la cause aussi de beaucoup de ces problèmes au président Macky Sall. 1000 milliards du Covid sont toujours pas investigués. Hein. Le procureur s'est saisi rapidement pour ce qui concerne Moussa Diop, mais il est moins rapide pour ce qui concerne nos 1000 milliards. C'est l'occasion de le lui rappeler. Où est-ce qu'il en est? Mais ça, évidemment, puisque ça concerne aussi le beau-frère du président, bon, il n'y a pas d'empressement. Ben merci. En tout cas, moi, je vous remercie pour l'invitation. Et moi, j'appelle vraiment les Sénégalais à se mobiliser, les démocrates à se mobiliser pour qu'on aille vers un changement. Et moi, je reste optimiste quant à l'avenir du Sénégal. Dieu nous a dotés de ressources naturelles. Il va falloir qu'on aille vers un changement qui va garantir une meilleure gouvernance de ce pays. La lutte contre la corruption, ça fait partie aussi voilà, des aspects très importants de mon programme. Comment est-ce qu'il faudra préserver les ressources de ce pays? Il faut mettre en place des mécanismes qui vont empêcher les gens voilà, de prévariquer ou tout simplement de voler. Ça, je crois que c'est important. Il faudra décentraliser l'inspection générale d'État au niveau des ministères. Il faudra des audits annuels de chacun des ministres, des directeurs.
que l'IGE se mette sous l'autorité de l'Assemblée nationale voilà, que la lutte contre la corruption soit une des priorités du prochain régime. Donc, mais ça va demander la mobilisation des Sénégalais et que les cartes électorales des jeunes inscrits, des primo-inscrits soient délivrées. Ça, c'est très, très important, mais que les Sénégalais massivement justement se mobilisent pour aller voter pour le changement. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était un plaisir, je rappelle, de recevoir sur notre plateau Madame Aminata Touré, ancienne première ministre, femme d'État et candidate à la prochaine élection présidentielle. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Semaine politique avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.